Alors, puisque l'avenir de la magistrature réside dans le barreau, eh ben, il est temps à présent d'écouter notre dernier intervenant, Stéphane Maître. Stéphane Maître qui va intervenir sur une thématique qui, comme vous le savez, nous tient particulièrement à cœur, à l'Institut pour la justice, c'est la place qu'on réserve à la victime. Quelle place on va réserver à la victime dans cette nouvelle organisation judiciaire, dans cette justice de demain? Et pour en parler, eh bien, un avocat de talent, ancien premier secrétaire de la conférence, ancien membre de la commission d'analyse et de suivi de la récidive, auteur d'un plaidoyer pour la participation de la victime dans la procédure d'application des peines. Stéphane Maître, un avocat de talent, courageux, inventif, qui depuis des années se bat pour développer les droits des victimes. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Je ne mérite pas ces compliments. Je viens modestement vous apporter les quelques enseignements que j'ai tirés de la lecture des rapports établis dans le cadre des chantiers de la justice et pour venir déplorer qu'il n'existe pas dans ces rapports de chapitres, ni même de sections, ni même de sous-sections, ni même de sous-propositions sur les droits des victimes dans la procédure pénale. Il y a 3 éléments dans ces rapports qui concernent le droit des victimes, qui sont anecdotiques. C'est d'abord la facilitation de la plainte par voie numérique, ce qui peut être utile, mais enfin qui relève du gadget. Il y a un mauvais signe pour les victimes qui est, pour reprendre le terme employé par le rapport, le cantonnement de la plainte avec constitution de partie civile. Et puis, 3e point dans ce rapport, c'est l'idée plutôt bonne sur le principe, en tout cas qui part d'une bonne intention, l'idée d'un juge de la réparation. Ce sont les 3 éléments détectables à propos du droit des victimes. Et il est singulier et pas très encourageant, pas très rassurant, de constater que une réflexion de grande ampleur au point de mériter le nom chantier de la justice ne comporte pas un volet consacré à part entière aux droits des victimes. Et ce qu'il faut espérer à tout le moins, c'est que ce grand chantier annoncé qui comporte tout un volet sur la réforme de la justice pénale et même une recodification du code pénal et du code de procédure pénale, il faut au moins espérer que ça n'ébranle pas déjà ce qui constitue les murs porteurs quand même du droit des victimes dans notre procédure pénale. Car après tout, ça n'est pas dans tous les pays, et je devrais faire plus de droits comparés, mais je sais, et nous savons que tous les pays n'ont pas consacré aux victimes autant de droits qu'elles n'en ont dans notre droit français. C'est pas contestable. Hein. Je ne suis pas là pour dire il n'y a rien pour les victimes. On a globalement un système et une procédure pénale qui, il faut le dire, intègre les victimes. Ça n'est pas dans tous les pays, même en Europe, qu'on a un article préliminaire du Code de procédure pénale qui est quand même spectaculaire, hein, quand il dit « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. L'autorité judiciaire veille à l'information et la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. » C'est l'article préliminaire du Code pénal. J'espère que nos chantiers sur la justice, à la faveur d'une recodification, ne vont pas nous faire passer aux oubliettes cette disposition qui est importante. Alors, il me semble que les chantiers pour la justice devraient incorporer des correctifs qui restent à établir, à apporter dans notre procédure pénale pour le droit des victimes. Et j'insiste d'emblée sur le fait qu'il ne s'agit pas de droits qui viendraient concurrencer ou diminuer les droits de la défense, mais ce sont des droits dont l'unique objectif, et nous n'avons cessé de le marteler depuis notre chemin commun avec l'Institut pour la justice, des droits qui visent à assurer, sinon une égalité totale des armes, du moins préserver un équilibre au cours de toute la procédure pénale, conformément aux principes affirmés par nos législateurs successifs. Et donc il y a des lacunes que les chantiers pour la justice devraient être l'occasion de combler. Des lacunes
à combler dans les 3 phases du procès pénal. L'avant-jugement, pendant le jugement et l'après-jugement qui prend de plus en plus de place. Voilà les correctifs qu'il faudra apporter. D'abord, dans l'avant-jugement. L'avant-jugement, c'est soit une enquête préliminaire, soit une instruction, soit une enquête préliminaire, puis une instruction. Bon. Là, il y a des correctifs à apporter. Et nous le disons depuis un certain temps. Pendant l'enquête préliminaire, j'observe que les chantiers de la justice préconisent une simplification des dépôts de plainte. J'ai qualifié tout à l'heure cela de gadget, parce que c'est quand même... Bon voilà, très bien, la victime pourra pianoter sur son ordinateur, mais chacun sait que la victime d'une infraction grave, on ne va pas sur Facebook pour dire « coucou, voilà, j'ai un problème ». En général, on va au commissariat de police. C'est, dans la majorité des cas, ce qui se produit. Une victime, elle va voir la police ou la gendarmerie. Et elle dit, voilà ce qui m'est arrivé. Et là, il y a quelque chose qu'il faut corriger, qui est en passe de l'être, mais il faudrait que ce soit incorporé dans nos dispositions du Code de procédure pénale, c'est qu'une victime qui va au commissariat devrait pouvoir le faire avec un avocat à côté d'elle. Ça, c'est pas contestable. Et j'ai en tête une affaire importante où une victime a commis, lors de son dépôt de plainte au commissariat de police, une erreur de date qui l'a poursuivie pendant tout le procès. Et puisque nous avons un principe qui n'est pas contestable, selon lequel le doute profite à l'accusé, la chronologie, la datation précise des faits était si importante que l'acquittement de cette personne, je n'étais pas l'avocat de la victime à ce moment-là, a joué beaucoup avec ce problème de date qui était logé dans le dossier depuis le début. Une victime doit être accompagnée d'un avocat parce que, et j'observe d'ailleurs que dans les chantiers pour la justice, on parle d'étendre encore un peu plus les possibilités pour le mis en cause d'être assisté par un avocat. Partout où on étend les droits de la défense, je considère qu'il est logique d'étendre les droits d'assistance de la victime. Équilibre des droits. Équilibre des droits. Premier point. Ça, c'est l'enquête préliminaire, le premier correctif à apporter. Pendant la phase d'instruction, on sait que la phase d'instruction, maintenant, elle est numériquement cantonnée, qu'il n'y a plus beaucoup d'instructions, sauf dans les affaires les plus graves et bien sûr dans les affaires criminelles. Mais il y a 4 points, 4 correctifs à apporter quand on est devant un juge d'instruction, à propos des victimes. Alors, 4 points importants à relever. Dans les chantiers pour la justice, on parle de, je cite, cantonner la possibilité pour la victime de déposer une plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire de pouvoir elle-même saisir le juge d'instruction. Je ne suis pas braqué, moi, sur cette question, à condition qu'elle se résume, comme ça a l'air d'être le cas, à des modalités de délai. Bon, en gros, il s'agirait, pour cantonner cette possibilité pour la victime de saisir le juge d'instruction, de rallonger son délai d'attente, si j'ai bien compris, de rallonger le délai pendant lequel la victime doit attendre la position du parquet. Bon, en tout cas, il faut veiller qu'à la faveur de ce chantier sur la justice, ne disparaisse pas cette possibilité que doit conserver la victime de saisir le juge d'instruction lorsque le parquet est inerte et ne fait pas ce qu'il devrait faire. Sachant qu'il y a de toute façon des sas, un contrôle, on doit d'abord passer par une plainte parquet, donc il y a un filtre quand même. Bon. Mais il est des cas où la victime doit pouvoir continuer à pouvoir saisir le juge d'instruction. C'est un premier point de vigilance. Deuxième point pendant l'instruction de vigilance, il y a un aspect qui est important, c'est l'accès au dossier. Vous savez que lorsque un juge d'instruction est saisi, les parties ont accès au dossier, mais il y a un délai plus long pour la victime que pour le mis en examen. Le mis en examen, sa mise en examen déclenche automatiquement, et c'est normal, l'accès au dossier, par son avocat du moins. La victime, elle doit attendre d'avoir été entendue. Ce qui conduit, soit par malice, soit par manque de moyens, soit par manque de temps, un certain nombre de juges d'instruction à différer l'audition de la partie civile. Elle a différé, au point qu'on en arrive, et ça m'est arrivé dans un dossier important, en matière criminelle, où la victime avait besoin de savoir ce qui se passait, parce qu'il y avait des demandes d'actes à faire, mais comment voulez-vous faire une demande d'actes importante quand vous n'avez pas accès au dossier? Pas d'accès au dossier, parce que le juge d'instruction me répondait, mais moi, il faudrait que votre client soit entendu. Bon. Alors du coup, on fait une demande d'actes pour que le client soit entendu. Alors, ça tarde, refus, pour X ou Y raison, enfin, c'est pas normal. Parallélisme des droits,
équilibre des droits, dès lors que le mis en examen a accès au dossier. Il est logique que la victime, partie à part entière et non contestée au procès pénal et dans la phase d'instruction, ait accès au dossier dans les mêmes conditions. Troisième point de vigilance, ça ne relève pas tellement de la loi, mais plutôt de la jurisprudence. Pendant la phase d'instruction, il y a un autre problème. Le mis en examen, lui, il peut discuter les motifs juridiques de sa mise en examen. Il peut discuter la qualification pénale des faits. Crime, délit, requalification, etc. La victime est considérée par la jurisprudence comme n'étant pas recevable à demander une requalification, une réévaluation de la qualification pénale. Moi, j'ai en tête une affaire importante où la victime, où les parents d'une victime assassinée avaient des raisons de penser que l'acte de meurtre avait été commis avec en plus des actes de torture et de barbarie. J'ai fait, juste avant la jurisprudence que j'indique, une demande d'acte visant à faire qualifier les faits, à augmenter la qualification acte de barbarie. Ça m'a été refusé au motif que la victime n'est pas recevable, parce qu'entre-temps était intervenue une jurisprudence, la victime n'est pas recevable à discuter la qualification pénale, tout ça, ça réservé au parquet. Eh bien, donc j'ai dû passer par une demande d'acte consistant en une expertise visant à déterminer l'ordre des coups de couteau donnés, la durée de l'agonie, etc. Et puis au bout du compte, ils ont qualifié les faits d'actes de torture et de barbarie. Mais vous voyez, il faut passer par des circonvolutions et des gesticulations pour arriver à un résultat qui serait plus simplement obtenu en ayant le droit de dire, moi, victime, je considère, parce que mon avocat est aussi un juriste et que mon avocat n'est pas moins compétent que l'avocat de la loi de France, mon avocat a le droit de vous dire qu'il estime que les faits constituent, en plus, des actes de torture et de barbarie. Quatrième point de vigilance, la détention provisoire. J'ai toujours considéré comme profondément choquant que la victime n'ait pas voix au chapitre sur ce sujet tabou de la détention provisoire. Quand même, ça concerne un peu la victime, de savoir si son agresseur va être libéré ou pas. Ça la concerne. Comment se fait-il que notre procédure pénale, qui, et c'est tout à son honneur, accorde une place à part entière à la victime dans le procès pénal, ce qui n'est pas le cas des autres pays, la tienne à l'écart d'un sujet aussi important et vital, parfois pour elle, au point que donc la victime n'est pas invitée à participer au débat contradictoire, la victime n'a pas la possibilité de faire appel d'une décision de libération qui peut menacer sa propre vie. Et je ne vais pas faire du journalisme et du sensationnel, mais on connaît des cas de libération avec le mari violent qui, à peine libéré, va tuer sa femme. On en connaît quand même. Bon, la victime a le droit de parler. Ce n'est pas la victime qui va dire au juge d'instruction ce qu'il doit faire, mais la victime devrait avoir la possibilité de dire ce qu'elle en pense et de dire « voilà ce que je crains, voilà ce qui va se passer si vous relâchez cet homme ou cette femme ». Il me semble que c'est le b.a.-ba, et il y a là un trou noir, un tabou. Alors, tous les avocats pénalistes sont vent debout contre cette idée. Mais moi, j'estime que c'est la moindre des choses que de permettre à la victime d'avoir voix au chapitre sur cette discussion. Et ce n'est pas du tout incongru sur le plan juridique, car vous savez que lorsque, par exemple, sur un refus de demande de mise en liberté, le mis en examen fait appel et va devant la chambre de l'instruction. Eh bien là, curieusement, la victime est invitée à participer au débat contradictoire, au débat devant la chambre de l'instruction sur la question de la détention provisoire. J'ouvre une parenthèse un peu sociologique. Il se trouve qu'en général, devant la chambre de l'instruction, les avocats pénalistes, il y a une espèce de pacte de non-agression, et ça ne se fait pas pour un avocat de victime de plaider pour le maintien en détention. Ça, c'est une parenthèse un peu de sociologie judiciaire. Mais moi, quand je suis un avocat de victime et que la victime me dit « mais maître, j'ai peur pour ma vie », eh bien moi, j'y vais devant la chambre d'instruction. Et je dis « voilà, si vous relâchez cet homme, mon client a peur pour sa vie. Ou si vous relâchez cet homme, sachez qu'on ne le reverra pas. » Et je l'ai vu devant la chambre de l'instruction de Lyon. Je suis venu pour une victime dire « si vous relâchez cet homme, vous ne le reverrez pas. Il ne se présentera pas devant la juridiction, il ne se présentera pas devant la cour d'assises. » Ils l'ont libéré, on n'a jamais revu cet homme. La victime a son mot à dire. Parce que le parquet ne fait pas tout. Parce qu'il ne faut pas compter sur le parquet, pas toujours en tout cas, pour tout faire à sa place. Il y a des visions différentes. Et je ne blâme pas le parquet qui, dans le cas présent, avait estimé que ce n'était pas nécessaire. En revanche, ce que je conteste, c'est cette idée que la victime n'a pas son mot à dire dans cette discussion qui la concerne au premier chef. Voilà pour l'avant-procès. Je vais aller plus vite parce que le temps tourne. Pendant le procès,
Là, il y a moins de choses à dire. Il y a moins de choses à dire parce qu'il faut reconnaître, et c'est encore une fois l'honneur de notre système judiciaire, on a pendant l'audience de jugement un bon équilibre des droits. Alors ce n'est pas l'égalité totale, mais c'est normal. L'égalité totale, elle n'est même pas possible, il faut bien que quelqu'un ait la parole en dernier. Bon, ça ne va pas être la victime. Quoiqu'une fois, moi, en tant qu'avocat de la défense, j'avais plaidé que la victime devrait avoir la parole en dernier, mais c'était anecdotique. Bon, c'est pas l'égalité totale, il faut bien qu'il y ait un principe du doute qui profite à l'accusé. Le doute peut pas profiter à tout le monde. Bon, donc c'est pas l'égalité totale qu'on réclame. Mais en tout cas, pendant l'audience de jugement, c'est vrai qu'il y a un assez bon équilibre. Il y a juste, probablement, et ça c'est le problème, mais ça c'est pas le problème des chantiers pour la justice, c'est pas le problème du législateur, c'est plus un problème de sociologie judiciaire. En fait, il y a deux problèmes à l'audience de jugement, mais qui sont liés probablement aux avocats. Parce que, en partie civile, bien souvent, et je porte aucun jugement sur mes confrères, ça s'applique à moi aussi, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, l'autocensure que j'ai ressentie moi-même et que je me suis appliqué à moi-même parfois. Un avocat, soit c'est l'avocat de partie civile, soit c'est un avocat de la famille que la famille connaît et qui ne connaît pas bien le pénal, ou bien c'est un pénaliste, et c'est vrai, il y a un pacte de non-agression. Un avocat de partie civile pénaliste, il sera demain avocat de la défense, et il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est pénaliste. Et on fait attention, et on ménage. Moi, je ne ménage pas. Mais en tout cas, nos textes, nos principes, nos lois permettent vraiment à la victime de s'exprimer à l'audience, et il n'y a pas de difficulté. En revanche, juste après l'audience, il y a un vrai problème. C'est le problème de l'appel, dont je conçois qu'il est complexe. L'Institut pour la justice a mené il y a 5 ans une réflexion sur le sujet, le droit d'appel des victimes. En cas de relax, en cas d'acquittement pour la cour d'assises, la victime devrait-elle avoir un droit d'appel pénal? Une vraie question, ça. C'est vrai que c'est un gros bouleversement, parce que pour l'instant, la victime peut faire appel, mais sur les intérêts civils. Ce qui n'est pas, ce qui est important pour elle, mais on n'est pas devant la justice pénale que pour les dommages d'intérêt. Chacun le sent bien. Donc, le problème, c'est de savoir si la victime pourrait rediscuter avec un enjeu pénal son affaire en appel, en cas d'acquittement ou de relax. Je conçois que c'est difficile comme discussion, mais ce que je veux juste rappeler, c'est que ça n'est pas une incongruité juridique. Parce que vous savez, les pénalistes, c'est le grand argument, ça, c'est une révolution de notre système judiciaire, on n'a jamais vu ça, etc. C'est faux. Ça existe déjà pendant la phase d'instruction. Une victime a la possibilité de faire appel d'un non-lieu. Donc elle a la possibilité de rediscuter devant la chambre de l'instruction un principe qui touche à la continuation du processus pénal, et c'est la victime qui peut le faire en faisant appel avec un enjeu pénal, même si le parquet ne fait pas appel. Bon, donc c'est pas une révolution complète sur le plan de nos principes juridiques. Ça existe déjà. Eh bien, moi, j'estime que après la phase de jugement, on devrait avoir la même possibilité. Au même titre qu'une victime peut faire appel d'un non-lieu, une victime devrait pouvoir faire appel d'une décision de relax ou d'acquittement. Après, qu'est-ce qui se passe? Le parquet fait ce qu'il veut. Si c'est saugrenu, si c'est débile, si ça n'a aucun intérêt, si c'est... eh bien, le parquet, à ce moment-là, devant la cour d'appel, il ne requérera pas de peine. Et au besoin, il dira, je demande la relax. Mais au moins, la victime aura eu la possibilité de rester une partie au procès pénal jusqu'au bout, et aura eu le droit, au même titre qu'un accusé quand il fait appel, qu'un prévenu quand il fait appel d'une décision relax. Je ne conteste pas son droit de faire appel, mais pourquoi le récuse-t-on au profit de la victime? C'est étrange, et je pense qu'il y a vraiment... Ça ne se fera pas tout de suite, parce que c'est quand même un vrai changement, mais je pense que ce devrait être le cas. Et je voudrais terminer à ce sujet-là sur un exemple important. Il y a eu récemment une affaire qui a défrayé la chronique, qui concerne un ancien ministre des Finances, pour ne pas le nommer, parce que c'est dans la presse, c'était Dominique Strauss-Kahn. Il a bénéficié, et je ne porte aucun jugement sur le fond de l'affaire, il avait été poursuivi pour des faits de proxénétisme ou je ne sais pas quoi, il a été relaxé. Les victimes, il n'y a pas eu d'appel du parquet. Les victimes ont fait appel, et c'est devenu devant la cour d'appel, donc sur un appel limité de la victime, sur les intérêts civils. Et il s'est produit ce qu'un pénaliste, dans un colloque de l'IPJ, m'avait certifié que ça ne se produisait jamais. Il s'est produit que la cour d'appel, saisie sur l'appel de la victime sur les intérêts civils, a estimé que les faits étaient caractérisés et a déclaré
le prévenu responsable, mais pas coupable, puisqu'il n'y avait plus d'enjeu pénal. Donc vous êtes responsable de faits à caractère pénal, mais vous échappez à la sanction pénale, puisque la victime n'a pas d'appel pénal, elle n'a qu'un appel civil. Donc vous aboutissez à ce... Et je l'ai vécu, moi, dans un dossier. Je l'ai vécu. Une personne, une mère d'une victime, dont l'enfant avait été agressé sexuellement. Cette personne a bénéficié d'un acquittement. Enfin, c'était une affaire complexe. Bon, bref. Il y a eu un appel. Au civil, nous avons obtenu une déclaration de responsabilité. Après, il y a eu un pourvoi, ça n'a pas poursuivi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette situation peut aboutir à une véritable incohérence juridique. Si vous n'avez pas d'appel pénal pour la victime, vous pouvez aboutir à une situation où, sur l'appel civil, vous avez quelqu'un qui va être déclaré responsable de faits graves, mais qui aura échappé à la sanction pénale parce qu'il n'y aura pas eu d'appel du parquet. Voilà sur la phase de jugement. Je vais terminer par l'après-jugement. L'après-jugement, c'est l'application des peines, qui est la moitié du procès pénal aujourd'hui. À un précédent colloque, j'étais venu pour l'anecdote avec une pile de livres. Je vous promets qu'elle était haute comme ça, de traités sur l'application des peines. Vous l'avez peut-être mesuré, professeur. L'application des peines est devenue quelque chose de colossal. Tout se joue maintenant devant la juridiction d'application des peines. Vous avez des pénalistes qui vous disent maintenant, en cours d'assises d'appel, on s'en fiche, il est conditionnable. On tente notre chance, mais tout se jouera devant le JAP, devant le tribunal d'application des peines. Ça a pris une importance colossale. Et alors, on peut être pour ou contre le JAP, le TAP, la CHAP, etc. On peut être pour ou contre. Mais, en tout cas, ce qui est choquant, c'est que l'application des peines a abouti à un système entièrement juridictionnalisé, c'est-à-dire c'est un troisième procès pénal, mais le problème, c'est qu'il manque deux jambes. C'est pas public, et puis il n'y a pas de victime. C'est un peu faux ce que je dis parce que je vais y venir tout de suite. Heureusement, la victime a acquis des droits dans cette phase qui a pris de plus importance. Mais vous voyez le glissement. C'est-à-dire qu'on fait glisser le procès pénal et le véritable enjeu du procès pénal devant les juridictions d'application des peines. C'est tellement vrai que maintenant, vous allez dans un tribunal correctionnel, vous avez un juge qui prononce une peine et qui dit « Bon, monsieur, vous êtes condamné à 16 mois d'emprisonnement, longtemps avec sursis. Quasiment, hein, vous inquiétez pas. Donc là, vous allez devant le juge d'application des peines et vous verrez ça avec lui. » Maintenant, un tribunal correctionnel, c'est ça. Donc, on vous prononce une peine d'emprisonnement et on vous invite à aller voir le JAP. Sauf quand il y a mandat de dépôt à l'audience, ça arrive quand même. Donc, tout se passe devant le JAP. Et le problème, c'est que devant le JAP, eh bien, il n'y a pas les mêmes garanties que le procès public officiel qui assume ses décisions devant et au nom du peuple français et sous les yeux du peuple français. Et puis, il n'y a pas toute la mécanique de l'équilibre des droits qui faisait l'honneur de notre système jusqu'à présent. Parce que la victime reste marginalisée dans la phase d'application des peines. Et là, je vais aller très vite sur les points qu'il faudrait corriger. Il y a une vraie prise en compte de la victime dans la phase de l'application des peines, du moins dans les principes. Et il y a le pendant de l'article préliminaire du Code pénal en matière d'application des peines, dans un article spectaculaire quand même. C'est l'article 707.4. J'en lis quelques alinéas. L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ses droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités. On parlait des droits de la victime. Au cours de l'exécution des peines, la victime a le droit, 1, 2, 3, 4 droits, sur lesquels je reviendrai, et il y a cet alinéa qui termine, l'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité des droits tout au long de l'exécution de la peine. C'est beau comme principe. Il ne faut pas que ça reste qu'un principe et on va y venir. Il y a un autre article, article 712.16.1, les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences de celle-ci, pour celle-ci, de leur décision. Donc il y a un affichage de principe où la victime est vraiment, et ça c'est récent, hein, c'est les lois successives de 2008, de 2012, de 2014. Dans les principes c'est vrai, mais dans la pratique il y a des vrais problèmes qu'il faut combler, et qu'il faut profiter de ces chantiers pour la justice pour combler. En gros, il y a deux droits pour la victime dans la phase d'application des peines. Il y a le droit d'être informé et le droit d'être consulté. Alors sur le droit d'être informé, donc le juge d'application des peines
a, dans une certaine mesure, un devoir d'information de la victime. Le problème, c'est que c'est souvent facultatif. Le juge d'application des peines peut. Il y a quelques cas où c'est obligatoire. C'est les cas où la juridiction de jugement ou la juridiction d'application des peines a pris des mesures spécifiques de protection contre la victime. Là, dans ces cas-là, le juge doit informer la victime. Mais le vrai problème, c'est qu'informer, très bien, mais informer trop tard. C'est-à-dire informer une fois la décision prise. Or, l'important, c'est de pouvoir être consulté, d'avoir son mot à dire sur ce problème qui, de la même façon que je le disais tout à l'heure à propos de la détention provisoire, concerne aussi la sécurité et parfois la vie de la victime. Donc ça l'intéresse de savoir si son agresseur va être libéré demain ou pas, et dans quelles conditions. Ça l'intéresse. Et c'est là qu'intervient le droit d'être consulté, ça sera mon dernier point, droit d'être consulté. Là aussi, il y a eu des progrès, et il a fallu se battre pour obtenir ça. Et il y a eu une loi qui a inauguré ça, à la suite d'une affaire importante, et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui m'en occupais, une affaire importante qui est l'affaire Talino, qui est une affaire assez spectaculaire. Parce que l'affaire Talino, et si j'en parle c'est parce que c'était dans la presse et tout ça est connu, c'est l'affaire qui concerne un tueur en série qui avait été libéré 2 ans après sa condamnation par 2 cours d'assises différentes, à 2 fois 30 ans de réclusion criminelle, assorti 2 fois d'une période de sûreté de 20 ans. Libéré pour suspension de peine pour motif médical. C'est de l'histoire vécue, j'étais l'avocat de la victime. Suspension de peine pour motif médical. On a fait tout un battage pas possible, pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas voix au chapitre à l'époque. On avait le droit de se taire. Donc moi j'ai dit non, ça ne se passera pas comme ça, donc on ne va pas se taire, et on a fait du battage. On a saisi le garde des Sceaux pour dénoncer cette situation, en lui demandant de demander au parquet, puisque on n'a aucun droit, nous, on va demander au parquet d'utiliser les droits qu'a le parquet. Et le parquet a ordonné une nouvelle expertise, et puis les choses ont pu rentrer dans l'ordre, et la personne a été incarcérée. Un tueur en série, il en était à son troisième crime. Et depuis, heureusement, le législateur a pris les choses en main, et a, pour la première fois, c'était en 2008, je crois, ou en 2006, ou en 2005, introduit la possibilité pour la victime, ou son avocat plutôt, d'intervenir dans le débat contradictoire sur la libération conditionnelle ou la suspension de peine, bref, pour toutes les libérations concernant les peines les plus hautes, c'est-à-dire à partir de 10 ans. Donc très bien, c'est une victoire et c'est important. Mais là aussi, il y a des lacunes qu'il faut combler. Parce que droit d'être consulté, mais d'abord, ce n'est pas dans tous les cas, ça n'est que dans les cas les plus graves. Libération conditionnelle de 5 ans pour des condamnés de plus de 5 ans, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Donc ce n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, il faut que l'avocat de la victime en ait fait la demande, préalablement, dès après la phase de jugement, par la cour d'assises, pour ne parler que des cas les plus graves. Et puis surtout, le problème, c'est que vous servez à quoi ? Vous intervenez comment si vous n'avez pas accès au dossier ? Il n'y a pas d'accès au dossier. Il n'y a aucun texte qui prévoit que la victime ou que son avocat peut aller consulter le dossier, prendre des copies, en parler avec son client. On est toujours dans l'espèce de huis clos, la justice secrète, etc. Alors, je vous rassure quand même, dans la pratique, maintenant, depuis 2005, on a quand même une pratique qui s'est assouplie. Et on a des juges d'application. Moi, j'ai même eu un juge d'application des peines, il y a quelques mois, qui a pris son téléphone pour s'excuser de ne pas m'avoir communiqué les éléments du dossier. Donc, vous voyez que les choses changent quand même. La victime va finir par trouver sa place dans cette discussion. Bon, mais juridiquement, j'ai un autre cas où la juridiction d'application des peines dit niet. Non. Niet pourquoi ? Parce que Cour de cassation 2006, vous n'êtes pas une vraie partie au procès. Cour de cassation 2006, c'est dans mon affaire Talino, où j'avais fait appel, sachant que je n'avais pas le droit de faire appel, où j'avais fait un pourvoi en cassation, sachant que je n'avais pas le droit de faire pourvoi en cassation, et où le Cour de cassation nous a répondu, oui, c'est vrai, la victime a un certain nombre de droits, mais ces droits ne font pas d'elle une partie au procès. Eh bien, moi, j'estime que les chantiers pour la justice doivent faire de la victime une véritable partie à ce nouveau procès qu'est l'application des peines, non pas par le plaisir. Pour le plaisir, vous savez, les victimes, si seulement elles pouvaient se passer de cette discussion, si seulement elles pouvaient passer à autre chose, après une première instance d'assises, après une cour d'assises d'appel, après 3 ans d'instruction, voilà qu'il y a un nouveau procès interminable, celui-là, à vie, devant le juge d'application des peines, parce que libération conditionnelle, refus,
redemande de libération secondaire. Ça peut durer 15 ans. Jusqu'à ce que libération s'en suive. C'est ça la vérité. Donc la victime, je vous prie de croire que toutes celles que j'ai eues comme clients, elles s'en seraient bien passées. Mais le problème, c'est que les choses sont ainsi que maintenant, c'est la juridiction de l'application des peines qui fait la pluie et le beau temps, et qui défait ce qui a été fait par la juridiction de jugement. À tort ou à raison, je ne sais pas. En tout cas, la victime devrait avoir son mot à dire, et dans des conditions qui réellement lui permettent d'avoir son mot à dire. Et enfin, et ce sera mon dernier mot, ou mon avant-dernier, à quoi sert la possibilité d'intervenir? À quoi servent ces nouvelles possibilités offertes à la victime, conquises par la victime de haute lutte? Parce qu'il a fallu se battre. À quoi ça sert si, en définitive, le JAP peut vous dire « peut-être, mais je m'en fiche. Moi, je rends une décision sans vous. Vous n'avez pas le droit de faire appel? Vous ne pouvez pas faire sanctionner un manquement par un JAP. Vous n'avez pas le droit de faire appel. Donc, la juridiction d'application des peines, comment voulez-vous qu'elle soit contrainte de respecter les droits de la victime si, quoi qu'elle fasse, elle risque rien sur le plan de l'appel? Donc, vous voyez, tout est lié, en fait. Il faut que pour que ces droits soient effectifs, il faut que la victime ait la possibilité de les faire sanctionner par un deuxième degré de juridiction, puisqu'on a voulu tout juridictionnaliser à ce stade. Eh bien, vous voulez juridictionnaliser? Eh bien, vous juridictionnalisez, mais avec toutes les parties qui étaient là au début. Parce que c'est trop facile de faire un troisième procès en application des peines en écartant l'une des trois parties au procès pénal, qui est la victime. Donc, tout se tient. Et pourquoi c'était mon avant-dernier mot? Parce que j'en ai un dernier à vous dire. Le projet de loi, on revient sur notre sujet, chantier sur la justice, contient une idée potentiellement utile. Le juge de la réparation. C'est important parce que ça montre le lien qu'il y a quand même entre le pénal et l'indemnisation de la partie civile. Et ça, c'est très important. C'est très important pas que pour les dommages et intérêts. C'est aussi très important comme moyen de pression. Et il faut quand même saluer là aussi toute l'évolution de nos textes. C'est assez spectaculaire quand même. Je ne vais pas vous faire la lecture de tous ces articles qui rendent le critère de l'indemnisation des victimes absolument central dans les décisions prises par les juridictions d'application des peines. Vous avez 6 textes, il faudra qu'un jour je prenne le temps de vous les lire, mais là on n'a plus le temps. Au moins 6 textes, plus 4 circulaires, plus des grands principes, qui disent la juridiction d'application des peines doit, tout au long de la procédure d'application des peines, veiller aux droits des victimes, etc., plusieurs droits, dont l'indemnisation de la partie civile. Et pourquoi c'est important? Pas simplement parce que la victime attend ses dommages et intérêts, parce que le critère de l'indemnisation devrait être central dans l'octroi ou non d'une mesure d'aménagement de peine. Et si vous n'avez pas un système qui rende effectifs tous ces beaux principes affichés par les textes, eh bien, vous avez des juridictions d'application des peines qui se contentent d'un condamné qui va verser 6,50 € par mois à la partie civile. Parce que c'est en fonction de ses capacités contributives, etc. Alors moi, en ce moment, je suis en train d'inaugurer une procédure pour une victime qui a obtenu des dommages et intérêts devant la cour d'assises. Il a vécu un parcours du combattant, je ne vais pas le nommer, mais il lâchera pas. Et on inaugure avec lui les nouvelles dispositions issues de la loi de 2014, la loi Taubira d'ailleurs. Parce que la loi Taubira, contre toute attente, a créé une disposition complètement nouvelle qui est la possibilité pour la victime de saisir l'autorité judiciaire en matière d'application des peines, donc la juridiction d'application des peines, on peut le penser en tout cas, de saisir, donc un droit d'initiative. Donc j'ai déposé pour une victime une requête qui, à mon avis, est intéressante. C'est une requête visant à ce que la justice d'application des peines, d'abord enjoigne effectivement au condamné de payer les sommes qu'il doit, sachant qu'il a des immeubles, qu'il a les moyens. Bon. Et c'est une requête qui vise à dire, puisque la juridiction d'application des peines a pour critère, parmi ses critères d'octroi ou non des aménagements de peine, eh bien le critère de l'indemnisation, eh bien moi je demande à ce que la juridiction d'application des peines m'aide à recouvrer ces dommages d'intérêt. J'ai eu 200, la CIVI m'a donné 100, il me reste 100. Je sais que le condamné, il les a largement. Eh bien moi je vous demande, vous, juridiction d'application des peines, de m'aider à les recouvrer. Parce que je ne suis pas un créancier comme un autre.
Je ne suis pas un créancier comme un autre, je suis victime d'un crime. Et j'estime que la justice pénale, qui parmi ces critères tient compte dans les textes de l'indemnisation de la victime, que la justice pénale doit m'aider à recouvrer ces dommages-intérêts. Et après, c'est la carotte et le bâton, vous voyez. Et après, ça ne permettra plus à un juge d'application des peines de dire « Ah bah oui, c'est bon, il donne 10 € par mois à la victime ». Ça, c'est pas sérieux. Non, c'est aussi, je ne dis pas que, on ne doit pas, c'est pas libération contre argent, mais c'est réels efforts d'indemnisation contre examen de votre demande d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. Voilà. Parce que ça, c'est dans les textes, mais ce n'est pas dans la pratique, puisque la pratique se contente de 6,50 €. Eh bien, moi, j'estime que par ces nouvelles dispositions, on doit pouvoir obtenir de la justice pénale, avec tous les moyens qu'elle a. Vous savez, la justice pénale, ils sont forts pour récupérer les amendes. Je ne sais pas, ils ont des systèmes, des voies d'exécution extraordinaires, eux. Pof, c'est prélevé sur votre compte, saisir est sur vos comptes. Alors que nous, on rame avec un huissier, on perd des années à temps perdu. Donc la justice pénale doit aider la victime avec les moyens dont elle dispose pour recouvrer ça. Et je termine, et c'est vraiment mon dernier mot, parole d'honneur, c'est peut-être ça en fait, le juge de la réparation. Moi je propose, et c'est ma conclusion, que le JAP, soit il disparaît, vous avez raison monsieur le professeur, soit il devient le JAPRE, c'est-à-dire le juge de l'application des peines et de la réparation. Je vous remercie.